Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Violent scenes like these, sadly, are becoming all too familiar in suburbia. But now there's a frightening new threat to the community's safety. Try and fix the youth crime crisis. So what's the story behind this emerging crime group? Well, what we know is members were likely involved in this recent rampage through winds of gate crashes, stormed a house party, brandishing garden stakes as weapons and pelting responding riot police with rocks. MTS and Apex. Apex, of course, is the name of the loosely affiliated gang of youths who've terrorised Melbourne for the past year. MTS, well, that's one we haven't seen before. The party was organised by a group of teenage girls who rented the home through Airbnb. Word of the event spread at a nearby basketball tournament. Gate crashers, believed to be part of the Menace to Society gang, stormed the home in the early hours of yesterday morning. Detectives are investigating whether the same group is linked to several other rental homes being trashed in recent days. Police on the beat are being warned by their superiors they could be at risk of being ambushed by these young gang members. In a memo circulated by Head Command, they were warned that these young offenders could be trying to lure them into dangerous situations. When they come here, they think they have the freedom to do whatever they want to do. And the parents are powerless to act because some of the things they do in Africa may not be acceptable here. Jaffrey Katagar is a member of Melbourne's Sudanese community. They do the criminal activities they're doing. It does have an impact on the wider African community because you find the whole African community is being labelled as being violent. Menace to Society is the name of a US gang movie from the 1990s. Well, first of all, the blame is squarely with the state Labor government's soft bail laws and sentencing. I know Matthew Guy's looking at that. But also, if we look at gangs in general, we do need a national violent gangs database to target emerging gangs. And also, something I've raised before is having a coordinated Australian Federal Police with the Victorian Police Task Force in the southeast and the western suburbs, the hotspots. They do this in America with the FBI and the LAPD, where both have very specific skills and resources. When they team up together, so the Shadow Immigration Minister was also in the committee, and Bill Shorten's right-hand man, if elected on immigration issues, put a dissenting report in saying they wouldn't support this. The PM today blaming Victoria's Premier, Daniel Andrews, for the crime spike. Victoria Police is a huge organisation, much larger than the Federal Police. It needs the direction, it's got the capacity to do the job. « 300 à 400 personnes s'étaient déplacées dans cette nuit de dimanche à lundi. La foule était bien trop importante pour la capacité de la salle. La société privée qui avait loué le hangar avait fait énormément de publicité sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, certaines personnes enfoncent une porte pour s'incruster dans la fête, pendant que d'autres à l'extérieur renversent une voiture. La police intervient alors pour disperser la foule et un groupe passe à tabac les deux policiers qui avaient été séparés de leurs collègues. D'après la mairie, cette salle n'aurait jamais dû recevoir du public.
adjoint à la mairie de Champigny-sur-Marne, cette commune où 2 policiers ont été blessés la nuit du réveillon. Les images de la policière rouée de coups a circulé en boucle depuis 48 heures sur les réseaux sociaux. Peut-être d'abord une question ce soir pour commencer. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur l'identité des agresseurs et sur l'avancée de l'enquête? Écoutez, sur ce qui s'est passé à Champigny, commençons par dire que ces événements nous glacent. Nous glacent d'abord en tant qu'être humain, parce que cette violence est insoutenable à l'encontre de 2 personnes, de cette gardienne de la paix et de cet officier de police. Mais ça nous touche aussi au cœur en tant que citoyens, parce que ce sont des représentants de l'autorité publique qui sont ainsi attaqués. Et dès lors, nous devons réagir de manière collective et penser les solutions. C'est pas simplement une question individuelle à quoi cela renvoie. C'est la question du consentement à l'autorité public qui est posé. Et cela, la réponse ne peut pas être simplement morale en montrant du doigt telle ou telle personne. C'est une question à laquelle il faut répondre de manière collective en mettant au cœur la vertu républicaine. Alors, ma question était d'abord locale quand même, parce que ça s'est passé chez vous à Champigny. Tout à fait. Ça s'est passé à Champigny-sur-Marne, mais vous noterez que les gens qui étaient présents à cette soirée sont des gens qui venaient d'un petit peu tous les endroits d'Île-de-France. Autrement dit, c'est pas simplement la question... Ah bah oui, on sait. On sait que c'est un appel sur les réseaux sociaux. On sait que c'est un appel sur les réseaux sociaux pour une soirée qui a été organisée par un organisateur voyou, avide et cupide, qui a été prendre un hangar dans une zone industrielle à l'encontre de la loi, puisqu'il n'a prévenu ni la mairie ni la préfecture, et qu'il a fait rémunérer... Dans un local qui appartenait à la municipalité? Non, dans un local qui n'appartenait pas directement à la municipalité, dans un local dans une zone industrielle qu'il a loué et qu'il a utilisé ensuite pour faire payer sans autorisation, mais même sans déclarer la soirée, pour que la préfecture, je ne sais pas, puisse dire si oui ou non elle l'autorisait, et puis qu'elle puisse prendre les dispositions nécessaires. Rien n'a été déclaré, et ce patron voyou a organisé une soirée qui, bien évidemment, a dérapé, et au-delà de ce dérapage, ensuite, nous avons eu droit aux violences inexcusables que nous avons connues. Alors, pour répondre à votre question, il faudra nommément mettre des noms sur celles et ceux qui se sont livrés à l'agression que nous avons tous vue sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Mais ça pose plus largement, je le dis, la question du rapport que nous avons à l'autorité publique. Et nous voyons que dans notre pays, ce rapport, aujourd'hui, est dégradé, et nous devons le reprendre en main collectivement, parce que eh bien, nous devons faire sens, retrouver la vertu républicaine qui n'est jamais rien d'autre que l'amour de la patrie et de ses lois. Et ce travail collectif, nous devons le mener dès aujourd'hui, parce que les émeutes de 2005 ont eu lieu, voilà, 12 ans maintenant, et finalement, c'est comme si nous mettions sous le tapis pendant un certain temps un certain nombre d'informations. Mais comment elle vit justement la population de Champigny-sur-Marne aujourd'hui, 48 heures après cet événement, et cette médiatisation énorme, et cette localité qui a été montrée du doigt dans la France entière? En gros, on est en train de dire, il y a un territoire, voilà ce qui se passe à Champigny. La ville de Champigny elle-même, on considère qu'à Champigny, il y a des grands ensembles qui ont une histoire complexe, difficile. Vous savez qu'il y a une grande partie de la ville de Champigny qui est issue de la ville de Paris. C'est l'office HLM de la ville de Paris qui était venu s'installer sur la ville de Paris, et une partie du territoire n'a été rétrocédée qu'à Champigny finalement que très tardivement. Et ces grands ensembles aujourd'hui, eux, n'ont pas bougé dans la soirée du Nouvel An. Il n'y a pas eu d'incidents dans ces endroits-là. Il y a eu des incidents lors de cette soirée qui a été mal organisée à l'encontre du droit par des gens qui sont des voyous, et là-dedans, des gens ont eu un comportement qui est anti-républicain, républicain, qui doit être condamné, mais il ne faut pas aujourd'hui faire d'amalgame. Nous devons raison garder. Il ne doit pas y avoir... c'est quoi? C'est par rapport à la population de Champigny? Non, ça veut dire que l'émotionnel ne doit pas donner lieu à une course aux enchères de récupération, comme quand je vois Madame Le Pen qui essaie de se saisir de l'occasion pour venir nous expliquer qu'il faudrait revoir à nouveau le principe de légitime défense des forces de l'ordre, alors que celle-ci a déjà été revue encore très récemment par la loi sur la sécurité intérieure de janvier 2017. Il ne doit pas y avoir d'instrumentalisation de ces questions-là, mais bien un problème où il faut réagir en tant que responsable politique et pas simplement sous le coup de l'émotionnel comme on a trop tendance à le faire. François Coq, vous avec nous ce matin, Ali Madini. Bonjour Ali. Bonjour à vous. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là également. Vous avez 17 ans. 17 ans, oui. Vous êtes élève en terminale. Je faisais le roi. Et vous étiez présent le 31 décembre lors de l'agression des policiers à Champigny-sur-Marne. Oui. Vous avez tout vu. C'est moi qui ai aidé la policière, en fait, qui était tombée. Vous l'avez aidé à se relever. Oui. Et vous êtes intervenu au milieu de cette bagarre, de ce lynchage
le président de la République a qualifié cet acte de lynchage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'était un lynchage, Comment vous expliquez ça? C'est dû à une soirée qui a mal tourné, qui était mal organisée, trop de monde, les CRS qui sont arrivés, qui tiraient au flashball de partout, la fumée, les gaz lacrymogènes qui nous étouffaient, qui nous brûlaient les yeux. Il y a plein de facteurs. C'est-à-dire que avant l'agression dont est victime la policière et les policiers, il y a des tirs de flashball, dites-vous? Voilà, il y a eu des tirs de flashball, des coups de gaz lacrymogènes, et il y avait quasiment que des mineurs en fait à cette soirée. Que des mineurs, beaucoup de filles aussi qui étaient en jupe, talons et tout. Il y a eu des bains de foule, les gens ils tombaient, ça s'est écrasé les uns les autres. Mais ça c'était bien avant que les policiers se fassent taper. Combien vous avez vu de policiers présents sur place? Il y avait une équipe d'à peu près 10 CRS qui tirait au flashball et au gaz lacrymogène. Ensuite, dans la salle, il y avait 3 policiers que j'ai vus sortir. Et après, il y avait les 2 qu'on a croisés au bout. C'est-à-dire que vous êtes entré dans la salle? Non, pas moi personnellement, mais j'étais en fait à l'entrée où on ne pouvait pas rentrer. Et d'un coup, il y a un policier qui est sorti, qui nous a dit qu'en gros, c'était fini, il n'y avait plus de soirée. Et de là, on a vu des gens courir de la salle, parce qu'ils avaient gazé aussi la salle. On a vu des gens courir. Et Qui avait gazé la salle? Les policiers. Et de là, j'ai vu 3 policiers sortir. C'était quoi cette soirée? Pourquoi vous étiez présent? En fait, c'était une soirée qui a tourné sur les réseaux sociaux et qui a attiré beaucoup de mineurs. Et l'entrée n'était pas très chère, donc... L'entrée était à 15 €? Elle était à 15 € et après minuit, elle passait à 20 €. Et à partir de quelle heure vous êtes arrivé sur place? Moi, personnellement, je suis arrivé à 22 h. Mais j'avais des amis qui étaient là depuis 20 h, 21 h, qui ont fait 3 heures, 2 heures de queue pour justement éviter de payer les 20 €. Il y avait 2 heures de queue? Et plus que ça. Et à la fin, personne n'est rentré. Enfin, peu de monde sont rentrés. Mais qui organisait cette soirée? Vous dites les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui l'organisait. Et qui? On ne sait pas du tout. Vous voyez une invitation. À quelle heure vous avez vu passer cette invitation? L'invitation, le soir même. C'était une photo. Donc vous ne saviez pas ce que vous allez faire, comme beaucoup de gens s'interrogeaient sur savoir ce qu'ils allaient faire le 31 décembre. Il y avait une soirée qui attendait à peu près 800 personnes. Il y avait les tarifs et voilà. Et vous êtes allé, vous étiez avec des amis? Ouais, je suis avec 2 amis. J'avais 3-4 amis qui étaient déjà là-bas. Et voilà. Et pourquoi ça a dégénéré? Ça a dégénéré à partir du moment où le mur était tombé, le deuxième mur qui était tombé. Le mur? C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, ils s'étaient dépassés les vigiles, qui étaient que 2. Et il y avait trop de foule. Et ils gazaient la foule déjà. Qui gazait la foule? Toujours les policiers? Les vigiles? Ouais. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais quand vous me dites que la salle a été gazée à lacrymogène... Non, après, c'est par les policiers. Ça, c'est par les policiers. Ouais, vous êtes sûr que ce sont les policiers? Ouais, sûr et certain. Vous les avez vus? Ouais. Et les vigiles utilisaient également la lacrymogène? Non. Les vigiles, ils gazaient dehors. Les gens qui essayaient de rentrer, en fait. Ce qui est évidemment... Pour faire partir les gens, parce qu'au bout d'un moment, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire rentrer tout le monde. Donc ils voulaient que tout le monde parte. Mais les gens, depuis 21 h, ils attendaient. Donc personne n'était décidé à partir. Donc ça dégénère parce que les gens ne peuvent pas rentrer. Voilà. Bon. À quelle heure les policiers arrivent? Les policiers ils arrivent après minuit. Après minuit, quand le premier mur il est tombé, quand les nerfs ils commençaient vraiment à monter. Ce que vous appelez les murs, c'est les... Non, en fait, il y a eu un premier mur qui est tombé. Non, je ne comprends pas le mot les murs. Les murs, ce que vous appelez le mur, c'est les vigiles? Non, un mur, un vrai mur. Un mur en briques. Ah oui, il y a un mur qui est tombé. Un vrai mur. Pardonnez-moi parce que je ne comprenais pas. Mais quel mur est tombé? Un premier mur qui séparait en fait la salle de la rue. Oui. Qui est tombé. Ensuite, tout le monde est arrivé devant l'entrée, devant la porte, l'entrée principale, quoi. Et de là, ils nous ont dit qu'il y avait une autre entrée derrière. Du coup, il y a un groupe qui allait derrière. Et de là, ils ont forcé aussi. Et il y a le mur de la salle qui est tombé. Donc il y a un problème manifeste d'organisation, évidemment, important. On avait le sentiment que les 2 policiers étaient complètement isolés lorsqu'ils ont intervenu. C'est pas le cas, manifestement, puisque vous dites... Non, vous avez... ils étaient totalement isolés. Oui, quoi, ils étaient isolés, mais il y avait quand même d'autres policiers à un autre endroit. Ouais. Mais lorsqu'on voit les 2 policiers qui sont agressés, ils sont agressés à combien de mètres de l'entrée de la soirée? À 2-3 rues. Hein. C'était bien loin. Pardon? 2-3 rues. 2-3 rues. Donc c'est peut-être à... Une grande allée et une autre grande allée. Donc c'est peut-être à 500 mètres ou 800 mètres à vol d'oiseau. C'est pas précisément devant la soirée. Donc les policiers à ce moment-là étaient devant l'entrée de ce qu'on a appelé le hangar ou de la soirée qui allait se mettre en place. Et ces 2 policiers étaient tout seuls à 3 rues. C'est bien ça? Voilà. Parce qu'en fait les gens prenaient la fuite. Il y en a qui étaient restés un peu parce que tout le monde s'était un peu éparpillé. Tout le monde était au téléphone, cherchait ses amis, lui cherchait sa sœur, sa cousine. Et voilà.
Et quand ils avec la fumée, les gaz, personne ne voyait plus rien, ça courait de partout. Bon, l'information, ces 2 policiers sont agressés. Vous êtes où? Moi, je suis à peu près derrière eux, en fait. Je les vois passer en courant devant moi. Bon, qui agresse ces 2 policiers? Les gens qui partaient en courant, qui étaient avec nous de la soirée. Mais vous les avez identifiés, par exemple? Les policiers vous ont demandé de témoigner? C'est quasiment impossible de les identifier, en fait. Avec le gaz que j'avais dans les yeux, on voyait quasiment plus rien. On avait les yeux qui pleuraient, il faisait tout noir. Et tout le monde il y avait de tout, quoi. Les policiers vous ont entendu déjà? Non, pas encore. Mais forcément, puisque vous êtes un témoin privilégié, ils vont vous demander très certainement si vous pourriez ou témoigner ou les reconnaître, que sais-je? Certainement, mais je pense pas. Mais c'est quasiment impossible pour les raisons que vous dites, puisque vous aviez les... Même par rapport aux vidéos, parce que les gens qui tapaient, c'est eux qui filmaient aussi. Donc on voit que des pieds. Mais comment vous expliquez ça? C'est inexplicable, mais c'est la violence qui a mené à une autre violence. C'est-à-dire que pour vous, votre explication, c'est ce que vous appelez la violence amène à une autre violence, c'est la violence, entre guillemets, et j'essaye de traduire votre pensée, des policiers, oui, de l'intervention policière qui a amené cette violence-là, c'est ce que vous dites. Elle n'aurait pas dû amener ça, c'est pas... Ils n'auraient pas dû réagir comme ça, mais... Qui n'aurait pas dû réagir comme ça? Ceux qui ont fait ça, ceux qui ont tapé les policiers. Oui, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, c'était quasiment que des mineurs qui suivaient un groupe, personne ne suivait quelqu'un. C'est des comportements que vous voyez régulièrement, ce type de violence? Non, c'est vraiment extrêmement rare. Donc vous intervenez pour aider ces 2 policiers? Non, le monsieur, il est parti devant lui, je sais pas comment il a fini. Mais ouais, la dame, je l'ai aidé. Donc dans ces cas-là, vous dites arrêtez? Ouais, il y a des gens qui disaient arrêter, mais ils étaient trop nombreux autour d'elle, en fait. Personne ne pouvait intervenir directement. Et ça s'est passé super vite. Donc comment ça s'arrête? C'est parce que vous arrêtez? Ça s'arrête parce qu'au bout d'un moment, ils comprennent que déjà que c'est une femme et tout. Et petit à petit, ça s'écarte un peu. Et quand il restait 3-4 personnes, c'est là que je suis intervenu. Mais c'est passé super vite. C'est 15 secondes, 20 secondes maximum. Et donc, cette personne aujourd'hui est en arrêt de travail pendant 7 jours. Est-ce que vous avez des réactions, peut-être, Virginie Leguet? Pourquoi la police a-t-elle commencé par gazer bien avant, si j'ai compris, cet incident? C'est ça? Parce que, en fait, vous voyez que le deuxième mur qui est tombé, et bah de là, il y a eu des blessés à l'intérieur du coup, parce que le plafond a dégringolé, les gens qui se sont écrasés et tout, donc il y a des gens qui ont appelé les policiers. Et de là, pour faire évacuer la salle... Ils ont été appelés? Ouais, voilà. Et pour faire évacuer la salle et sauver les blessés, bah, ils ont gazé tout le monde. Non, ils étaient déjà là avant. Dès le début, on avait subi, moi le premier, j'ai subi un flashball ici et un à la cuisse. Dès le début, ils nous avaient tiré dessus. Bon, et puis il y a une question évidemment qui vont se poser quand même autour de l'organisateur de la soirée. Non, mais la haine de base a été contre ceux qui organisaient la soirée. Ça paraît quand même un peu délirant d'organiser comme ça une soirée, de balancer ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est issu de l'immigration d'avoir un rapport compliqué avec l'État, avec l'autorité, avec les policiers. Il se trouve que cette soirée, et on le voit sur les images, il y a beaucoup manifestement de Français issus de l'immigration. Non, franchement, non, il y avait de toutes les couleurs. Il y avait des Français de souche, de tout. Bon, mais est-ce que ce procès, j'imagine que vous le vivez comme scandaleux, ce procès qui est parfois fait, de dire voilà, en banlieue, les enfants de l'immigration ne respectent pas les policiers. C'est parfois ce qu'on entend, et ce qu'on entend par des récupérations politiques notamment, puisqu'il y a toujours instrumentalisation de ce genre de choses. Oui, mais comme je vous ai dit, les personnes qui tapaient, il y avait quasiment les mêmes après qui sont venus l'aider, la dame. De fait, par exemple, moi j'apprends dans le témoignage ce matin d'Ali qu'effectivement il y a eu, vous avez reçu par exemple un flashball, effectivement, donc ça met forcément dans un certain état j'allais dire d'esprit ou de comportement, et que ça ne justifie pas. Là encore, je cherche simplement à savoir déjà. L'endroit où vous alliez tous, c'était une boîte de nuit, c'était quoi? C'est un hangar, visiblement. C'est comme une salle de mariage, en fait. Ouais. C'est un endroit où il n'y avait que des entreprises, comme une salle de mariage. Est-ce que les gens étaient alcoolisés? Non, il n'y avait quasiment que des mineurs. On est allé là-bas justement. J'ai envie de dire, c'est pas forcément une raison, mais vous avez. Alors, ça encore, c'est un témoignage, c'est une interprétation que je vous demande parce que vous n'aviez pas. Vous ne savez pas si les gens avaient bu ou pas bu, mais vous pouvez avoir un sentiment en voyant ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que les gens avaient bu ou pas? Vous avez fondé le parti de gauche en 2008 aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes toujours à ses côtés aujourd'hui. Vous êtes l'orateur national de la France insoumise. C'est quoi votre travail à vous en tant qu'orateur national?
c'est d'aller là où la tâche nous appelle. Autrement dit, vous savez que nous avons vocation à faire beaucoup d'éducation populaire, à populariser un certain nombre de thèmes, à faire aussi ce travail un petit peu d'enquêteur, à aller voir ce qu'il y a parfois derrière la virgule qui se cache dans tel ou tel texte, ou voir ce qu'il y a derrière telle ou telle image. Et ce travail-là, nous le menons collectivement, nous faisons des réunions, nous nous déplaçons là où on nous appelle, et nous discutons surtout. Nous n'allons pas simplement apporter la bonne parole. Vous pensez que votre parole va un petit peu plus porter qu'à l'automne 2017 ? Peut-être que pour vous, 2018 va bien commencer, mais 2017 a très mal fini avec cette grande période de blues de Jean-Luc Mélenchon. Cette période de blues, mais honnêtement, je ne vois pas de quoi vous parler. Nous avons accompli notre tâche, et le premier d'entre nous, celui qui porte le drapeau, manifestations à l'automne où vous avez eu beaucoup de mal à mobiliser. C'est aussi une réalité. Nous avons tenu la tâche qui était la nôtre. Nous avons été les premiers opposants à l'Assemblée nationale, et je crois que personne ne peut contester aujourd'hui le travail qui a été accompli par nos députés. D'ailleurs, tous les chiffres de participation, de dépôt d'amendements l'attestent. Nous avons également été les premiers opposants dans la rue, et nous nous sommes mis à la disposition du mouvement social. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice en organisant une marche contre le coup d'État social au mois de septembre. Après, que chacun prenne sa part au travail. Nous avons pris la nôtre. Nous avons fait cela, nous continuerons à faire cela pour 2018. Donc qui doit prendre sa part ? C'est quoi? Ce sont les Français et sympathisants. Regardez, je vais vous donner un sondage récent qui est assez intéressant. C'est un sondage Odoxa qui est paru à la mi-décembre. Jean-Luc Mélenchon est considéré pour 38% des Français comme le premier opposant solide ou crédible à Emmanuel Macron. Et ce sondage arrive au moment où vous n'arrivez pas forcément à mobiliser sur le terrain, quoi que vous en disiez, et où Mélenchon fait lui-même part, puisqu'il a dit devant les caméras, d'un certain blues. Il y a un paradoxe là-dedans. Non, il n'a pas dit qu'il faisait part d'un certain blues. Il a dit qu'il fallait regarder les éléments avec lucidité. Et il a dit qu'il n'a pas marqué le point, qu'il n'a pas réussi à marquer le point, il l'a dit clairement. Que le point n'avait pas été marqué à ce moment-là contre Emmanuel Macron, mais enfin qui peut prétendre le contraire? Pour l'instant, les ordonnances contre la loi travail ont suivi leur cours. Nous n'allons pas mentir aux Français, nous ne sommes pas de ces agitateurs gauchistes qui vont aller déclamer des choses qui ne sont pas. Nous menons notre travail. Alors je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer la manière de communiquer sur votre travail? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison de continuer sur cette stratégie qui est la sienne, à savoir faire dans la provocation? C'est le style qu'on lui connaît, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner pour mobiliser ensuite? Tenez par exemple, après les vœux d'Emmanuel Macron, il a traité Emmanuel Macron de DRH. Le DRH a présenté ses vœux au personnel. Merci patron. Cette stratégie de l'outrance, vous trouvez qu'il a raison de la poursuivre? Honnêtement, vous trouvez outrancier ces propos-là? Après, à l'égard d'un président qui a traité l'ensemble des Français de fainéants ou que sais-je encore. Vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'expression du pays? Écoutez, nous faisons l'analyse que ce pays est dans une situation surcritique. Monsieur Macron peut bien nous dire que tout va bien. Chacun mesure quand on voit l'état social du pays, quand on voit l'état dans les entreprises, quand on voit l'état du logement. Les organisations syndicales à l'Élysée, c'était comme chez le médecin, chaque représentant patientait dans ce vestibule avant d'être appelé par le Toubib. Et le Toubib, c'est le président Macron. Ça, c'est le Toubib. Oui, ça va bien. Ça va? Venez. Puis cette photo dans le bureau doré d'Emmanuel Macron. En tendant l'oreille, on a appris que le président était un peu claqué. C'est que le début. Oui. Bien, je l'accompagne dans les pattes, mais... Ouais. Et chacun débriefe le rendez-vous dans la cour de l'Élysée. Comment ça s'est passé alors? Très bien, vous avez vu? Un échange constructif, beaucoup d'écoute et dans un bon esprit. Je l'ai senti aussi à l'écoute et en capacité d'écouter, en tout cas dans cette volonté-là. C'était constructif et nous étions à l'écoute réciproque. Il est conscient que le syndicalisme, ce n'est pas uniquement au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt bien. Comment ça s'est passé? Ah, écoutez, on se connaît, donc ça s'est bien passé. Et pour avoir le son de cloche du président, il fallait attendre 14 heures. Emmanuel Macron se rend à l'ambassade de Grande-Bretagne avec Édouard Philippe et ses ministres à pied. Vous allez bien? Ah oui, on a piqué la route. C'est une option. Et tendez bien l'oreille. Jean-Yves Le Drian pose une question, écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. Oui, c'est normal parce que je ne leur ai rien dit.
Donc on sait pour...